Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2 et nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus ce soir, bien sûr pour notre élévation, mais aussi pour votre élévation. Alors nous allons continuer avec la mystique de l'alimentation et la spiritualité et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lepote qui m'accompagne ce soir de nous donner l'angle sous lequel nous allons nous entretenir ce soir. Bonsoir professeur. Alors comme tous les soirs depuis un certain temps, nous sommes sur le même thème, la mystique de l'alimentation bien sûr, la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Ce soir, nous allons parler alimentation spirituelle et vivre sans maladie. Pour finir par parler aussi du tempérament, caractère et alimentation, afin d'argumenter la chronique, parce qu'il faut bien savoir comment on peut vivre sans maladie en ne vivant que de l'alimentation spirituelle. En fait, c'est ce que nous voulons démontrer ce soir, bien évidemment. Nous allons passer 90 minutes ensemble pour continuer dans la même lancée de la mystique de l'alimentation. Surtout, rappelez-vous, l'édition précédente, nous avions parlé du système humoral. Et rassurez-vous, aujourd'hui, nous allons encore empiéter sur ce terrain et un peu plus en profondeur. Donc, c'est 90 minutes que nous allons passer ensemble avec la chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir. Également, vous aviez la possibilité, autant pour moi, de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Donc, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique alimentation spirituelle et vivre sans maladie. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 11e partie. Alimentation spirituelle et vivre sans maladie. Si nous connaissions assez de choses concernant la bonne manière de manger, c'est-à-dire manger la vie, nous n'allions jamais tomber malade. Exemple, la famine est en quelque sorte une maladie, parce qu'elle fait mal au ventre et entraîne même des fois une sorte d'asthénie, un affaiblissement généralisé. Mais dès qu'on mange, du coup, toutes les forces reviennent et on se sent immédiatement guéri. C'est donc une maladie qui guérit vite, voire instantanément. Pourtant, elle aussi, comme les autres maladies, signale un mal, celui d'un manque de ressources nécessaires pour l'équilibre de notre organisme. C'est ce déséquilibre qui fait problème lorsqu'on a faim et c'est ce qui tue lorsqu'on n'a pas du tout mangé pendant longtemps. La maladie étant mal définie, on n'arrive pas à comprendre que tout désordre fonctionnel est semblable à ce manque de substances nutritives nécessaires pour entretenir la vie en chacun de nous. Ces substances nous proviennent de l'air, l'eau et des nutriments. Elles doivent être de bonne qualité, voire nature bio. C'est ce que nous avons baptisé l'alimentation spirituelle. Car c'est ce qui nous permet de rester toujours en bonne santé tout en bénéficiant inévitablement dans le même temps d'une réelle évolution spirituelle. Pour mieux comprendre tout ceci, il est important de savoir pourquoi souffrons-nous de tant de douleurs ou de maux. N'arrivons pas à savoir ce que dit le mal ou de laisser à ce que nous dites sa loi, nous nous mettons fréquemment à nous poser des questions. Pourquoi sommes-nous pas en santé comme les autres? Pourquoi parfois nos forces nous abandonnent, etc. Le manque de réponse à certaines de ces questions par nous-mêmes nous amène à consulter des thérapeutes de tout genre. D'aucuns nous disent que c'est le diable qui nous malmène, pendant que d'autres estiment que c'est simplement la maladie. Mais aussi longtemps que la situation persiste, on veut savoir finalement ce qui serait à l'origine de sa maladie. Malheureusement, les discours arriveront dans le sens allant jusqu'à vouloir expliquer l'influence des microbes contre nous, sans pour autant parvenir à dire véritablement d'où viennent les microbes en question.
On pense qu'ils sont des ennemis ou des agresseurs de notre organisme, pendant que dans certains milieux religieux, ceux-ci seraient à l'origine de l'œuvre de Satan. Pourtant, il faut reconnaître que notre véritable mal ou inclinaison est que nous n'avons pas faim de vérité. Certes, la famine de sagesse ne nous concerne point. Nous ne savons pas ce que c'est que le pain de vie. L'ignorance de l'existence d'un tel pain fait en sorte que nous ne nous mettons pas à nous intéresser à le chercher. Pour finir, ce qui nous importe, c'est le fait de mener la vie dans le sens de manger la mort, une alimentation morte, outre ce pain de mort qui nous entretient au quotidien, pour avoir tourné le dos aux anges de la mer, la terre. Notre mère, la terre, est avec nous dès la naissance. Son énergie de vie nous vient de l'air aspiré, du souffle azuré des hauteurs des cieux, là où murmurent les feuillages aux cimes des arbres, de la forêt parfois perchée au sommet des montagnes. C'est la mère, la terre, qui bâtit la solidité de nos os, s'occupe du sang de nos veines et artères. C'est elle qui établit les vibrations électromagnétiques partant du sang, issu des tombeaux de l'air du firmament et qui ruissellent largement pour former un courant d'eau. Comme du fond des vagues, de l'océan ou de la mer baignent les poissons et autres bêtes aquatiques, la mère terre remoue l'air pour que les oiseaux et autres en témoignent ainsi sa maternité sur tout ce qui existe. À ce stade, on va bénéficier de la rigidité des eaux semblables aux roches et pierres, de la souffle de nos muscles dont la chair jaune, rouge, issue des fruits des arbres, va trouver son prolongement dans nos entrailles. Tout cela est issu du tréfonds de la mer, la terre, de même la lumière de nos yeux, sans oublier l'essence de lui, de nos oreilles, nées de ses couleurs et sons. Pour comprendre tous ces phénomènes, il y a lieu de savoir ce que signifie l'expression « le pain quotidien ». Cette expression est bel et bien du ressort de ce vieux dicton. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Et cherchez, vous trouverez. C'est le seul moyen qui nous permettra d'échapper au pouvoir de l'ignorance qui est à la base de bon nombre de nos problèmes, une faculté communément appelée pouvoir démoniaque que les autres ont surnommé le diable. Alors, professeur, nous voici de retour sur le plateau du monde inconnu. Moi, je voudrais directement vous poser la question de savoir c'est quoi le pain de vie, puisque vous faites illusion du pain de vie dans la chronique. Alors, le pain de vie, c'est la connaissance. Parce que la connaissance est la seule chose qui s'acquiert, qui ne se donne pas, qui ne se partage pas. Parce que la connaissance, est-ce que les Africains d'antan, des décennies passées, demandaient aux Européens le transfert de technologie? C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un qui veut vous exploiter toute sa vie de vous donner sa technique d'exploitation. Si c'est qu'il vous vend les médicaments, il faut que vous disiez comment il est fait pour que vous les faites, que vous les fassiez vous-même et que cela soit que lui n'a plus rien à faire chez vous. Alors donc la connaissance peut-être ne se fait pas sous un aspect égoïste quand même, mais ça se fait sous un aspect de la volonté de l'individu qui veut connaître, d'aller vers elle. Parce que ça s'acquiert, ça ne se donne pas. Au risque de vouloir donner des bribes de connaissances à quelqu'un même, il se met à vous taxer des donneurs de leçons, qu'on est obligé de se porter réservé, de ne distiller de la connaissance qu'en bribes à certaines personnes qui sont intéressées. Voilà, c'est ça le pain de vie. Donc, par analogie, le pain de mort serait donc l'ignorance. L'ignorance, voilà. Par analogie, le pain de mort serait l'ignorance. Où est l'ignorance? L'ignorance est quelque chose qui nous tue.
qui nous tue à petit feu, qui fait en sorte que notre vie se courte. Peut-être que l'homme pouvait vivre 200 ans et plus, parce que les documents comme la Bible estiment qu'il y a eu des créatures qui ont vécu des centaines d'années. C'est vrai que d'aucuns peuvent dire que les années à l'époque, peut-être c'était un mois. En termes de nombre de mois, il n'y avait que 30 mois. Bon, et qu'aujourd'hui, les années, c'est pas 30 mois, et 30 mois pour 30 jours, c'est-à-dire l'équivalent d'un jour. Mais aujourd'hui, l'année, c'est 30 jours fois 12. Et là, peut-être, là, on nous convaincra que ces gens-là ne vivaient pas aussi longtemps que nous l'estimons, ou bien que ces écrits-là le disent. Parce que tantôt, on dit que la Bible est le livret de Dieu, mais tantôt, certaines assertions de la Bible sont mises en doute par les chrétiens eux-mêmes. Donc, des fois, nous autres, on n'y comprend rien. Mais sinon, il y a de nos jours des gens qui vivent plus de 150 ans. Et ces gens qui vivent plus de 150 ans ont un mode de vie différent des nôtres. Moi, je le dis et je le dirai toujours, ma grand-mère, de sa carte d'identité, de gens qui étaient nés vers, on avait réalisé à sa mort qu'elle avait 134 ans. Elle ne mangeait pas du pain, elle ne prenait pas des spaghettis, des pâtes alimentaires qu'elle disait que c'est des vers de terre, elle ne prenait pas du lait qu'elle tassait de morve. Tout ce que le blanc avait apporté, puisqu'elle a vu les blancs venir, elle s'en méfiait. Et elle a passé plus du temps sur cette terre que les gens qui avaient un traitement décent, dans le sens de prise en charge dans les hôpitaux, dans le sens des dictates d'hygiène de vie qui n'existent nulle part que dans des slogans. Et elle a vécu plus que ces gens-là. Et je parie que je ne vais même pas atteindre son âge, malgré toutes mes recherches. Mais pour avoir été plongé dans cet océan qui noie tout un chacun qui, à un moment donné, parlait d'abord la langue d'emprunt, la langue des autres, veut vivre comme les autres, avant de s'apercevoir, avant de réaliser que, attendez, c'est pas ça la voie. C'est parfois tard. Vous avez déjà perdu les dents, vous avez perdu les yeux, vous avez perdu plein de choses par voie d'intoxication alimentaire, médicamenteuse et tout, pilonnée par des perfusions dans l'enfance et par des aliments d'hormones artificielles et tout. Alors, vous vous retrouvez à un certain âge que la marche arrière n'est plus possible. Soit le poids reste redondant avec un gros ventre, qu'on bagarre à le quitter, on fait tout, il n'y a pas moyen, vous êtes déjà une personne bien empoisonnée. Il faut seulement renaître, attendre une prochaine incarnation pour recommencer à zéro. Donc nous sommes dans un monde qui déprave les gens. Voilà. Alors pour ça, si on vous demandait, alors si on vous posait la question de savoir quel régime alimentaire pour vivre sans maladie? Alors là, vraiment, la question, elle est cruciale et elle est compliquée. Dans le sens où, si on prend le régime alimentaire sur le plan des substances nutritives qui viennent de nos aliments, dans le sens des aliments de la catégorie aliments négatifs dont on qualifie les nutriments qui viennent des produits vivriers, ceux qui sortent du sol, comme étant des aliments négatifs. Alors si c'est dans ce sens-là, on n'a pas de régime alimentaire à prescrire. Parce que chaque région du monde a son mode d'alimentation. Les Chinois ne mangent pas comme les Bassa au Cameroun ou les Bamileke. Déjà même au Cameroun, nous n'avons pas la même manière de manger, sauf si nous sommes dans la même ville ou nous sommes dans le même marché à se ravitailler. Mais même jusque-là, certaines personnes qui sont restées dans leur tradition alimentaire s'intéressent de ce qui est vendu au marché qui correspond à leur alimentation de base. Et là, c'est la meilleure manière de s'alimenter. Parce que l'alimentation aussi tient compte de l'hérédité. L'hérédité, sauf si
dans cette formule alimentaire qu'il y ait beaucoup d'erreurs, parce que là, vous aurez les mêmes maladies que vos parents ont, ou vos grands-parents ont eues, parce que c'est l'alimentation qui nous rend malades. La maladie, on peut vivre sans elle, mais on ne peut pas vivre sans manger. Et en mangeant certaines choses, on ne satisfait pas que les besoins de l'organisme, mais on sature aussi l'organisme par moment. C'est pourquoi il est nécessaire que chacun apprenne à se prescrire un régime alimentaire. C'est ce que j'ai commencé dans l'entame de mes propos par rapport à la première question, que la connaissance est essentielle. Lorsqu'on quitte l'ignorance, la connaissance est essentielle pour se spiritualiser, pour devenir un divin. Il faut la connaissance. Et la connaissance, je dis et je répète, ça s'acquiert. Ça veut dire que lorsque nous parlons comme nous parlons là maintenant, et ceux qui nous suivent ne doivent pas nous suivre comme si c'était la parole d'évangile, mais doivent nous suivre avec un brin de curiosité. Cette curiosité-là va les amener à intérioriser les vibrations de nos paroles et à consommer l'esprit de ces paroles-là, qui vont réveiller en eux une autre manière de voir les choses. Cette autre manière de voir les choses sera juste l'incitation provoquée par cette émission ou par nos propos. Mais là, ce sera le début de la recherche qui conduit vers la connaissance. Voilà, donc le régime alimentaire en tant que tel, c'est l'air, l'eau et les nutriments. Ça, c'est le régime alimentaire. Maintenant, parlant des nutriments, beaucoup diront peut-être que il faut devenir végétarien. Oui, c'est-à-dire manger uniquement légumes et fruits. Alors, c'est par rapport à cela que je demandais tantôt quel régime alimentaire. Est-ce qu'il faudrait, pour vivre sans maladie, se retrouver peut-être à manger de la viande, du poisson, ou alors il y aura une préférence uniquement les végétaux ou bien les fruits? Alors moi, je dirais ceci. Le régime alimentaire, tel que je commençais à dire tout à l'heure, consistait à bien consommer l'oxygène et à boire beaucoup d'eau. Maintenant, les nutriments ont aussi de l'eau du moment où on en prend en termes de végétaux. Vous avez aussi de l'eau, vous avez les sels minéraux, vous avez plein de choses dans les nutriments qui viennent compléter les particules d'éléments venant de l'air ou de l'eau. Et là, ça fait une symbiose, une association d'éléments qui vont donc fonctionner de manière à équilibrer le corps. Maintenant, lorsque il faut savoir est-ce que les nutriments qui sortent des végétaux sont pareils comme les nutriments qui sortent des protéines animales, là c'est d'abord une adéquation à deux inconnus. C'est une équation ou une adéquation. Une équation à deux inconnus. Alors, première inconnue, c'est que il faut d'abord voir si cette viande-là est bio, entre guillemets, si ça a été élevé dans la nature. Vous savez que en médecine, tous les gibiers sont taxés de dangereux comme viande. Parce que la médecine concourt, c'est-à-dire accompagne l'homme qui finance les laboratoires qui forment les médecins, qu'on appelle industriels. Alors, les gens qui ont les industries pharmaceutiques, c'est les mêmes qu'ont les agroalimentaires. Donc, c'est eux qui élèvent les poulaillers et qui font l'agriculture. C'est eux qui ont l'élevage des bovins, des animaux, donc qui sont dans l'industrie animale. C'est les mêmes gens
qui font dans les médicaments. Alors, donc, le médecin doit sauvegarder leur intérêt en disant aux gens, ne mangez pas des gibiers, parce que vous ne connaissez pas d'où ça sort. Mais mangez des poules qui vont grandir en quelques semaines seulement, auront le poids qu'il faut pour que ça soit vendu. On parle de poulet de chair. Mais ces poules qui ont été injectées, qui ont eu des antibiotiques, qui ont eu un traitement, des produits nocifs pour atteindre en très peu de temps un certain poids, sont considérés de bonne qualité, que ce que Dieu, par le biais de la nature, laisse évoluer normalement et atteindre l'âge nécessaire pour pouvoir parvenir à un certain poids. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde-ci. Sauf que les gens ne se posent pas de questions lorsqu'ils s'alimentent de cette manière. Et je ne cesserai de le dire, sauf qu'il n'y a que l'Africain qui mange des choses qui sont venues d'ailleurs sans se poser des questions. Je parie que si c'est nous, les Africains, qui avons créé des provandes, qui produisent chez les poules les œufs non fécondés, donc les œufs sans le coq, si c'est nous qui avions mis en place des médicaments dont on ne connaît pas la composition, mais on s'empiffrait de ça sous prétexte que c'est des produits de santé, et que par après, ça nous rend malades. D'aucuns ont eu le diabète, l'hypertension, le cardiovasculaire à cause de certains médicaments, allant même jusqu'au cancer. Si c'était nous, l'Afrique, qui avons eu à présenter nos genres de technologies nocives, et que par la suite, on se rend compte que c'est comme ça, c'est que nous sommes en danger aujourd'hui. Parce que nous, Africains, nous commençons à comprendre que ces choses-là ne sont pas utiles à nous. Certains d'entre nous sont même en difficulté de présenter les travaux de leurs recherches parce que les gouvernements qui sont les leurs ne sont pas à la solde de ce genre de recherches, mais plutôt ont des cahiers de charges sur l'autre côté, comme si la colonisation n'était pas partie, comme si elle est toujours là. D'où d'aucuns parlaient de la néocolonisation au lieu de dire que la colonisation continue. Alors, résultat, il est compliqué d'expliquer exactement des choses et que les gens comprennent. C'est pourquoi je dis, seule la connaissance peut nous affranchir. Et pour que la connaissance nous affranchisse, il faut que nous y allons vers, que nous ayons envie de frapper à la porte de la connaissance et en essayant de voir comment faire pour que notre pain quotidien aille dans le sens de la sagesse. C'est-à-dire mangeons le pain de la sagesse, que nous puissions y arriver. Alors, pour ce, est-ce qu'on a à 100%, c'est-à-dire avec une alimentation spirituelle, à 100%, on n'a pas de maladie? Alors, moi, je dirais oui, parce que 100%, c'est non. Mais je dirais oui par rapport à notre monde. Parce qu'on confond la maladie, qui est un désordre fonctionnel, à une situation de rejet des déchets hors de l'organisme. Alors, la situation de rejet des déchets hors de l'organisme, c'est laquelle? C'est lorsque on a un rhume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps a brûlé les déchets, lesquels déchets au niveau des capillaires pulmonaires ont été dilués et sont rejetés hors du corps sous forme de liquide. Si ce rhume est mal soigné, ça peut devenir une toux. Si la toux est mal soignée, ça c'est le cas des enfants, ça peut devenir une bronchite. Si la bronchite est mal soignée, ça peut devenir une tuberculose. Et là, on ne va pas s'attaquer aux mauvais soins, c'est-à-dire aux erreurs médicales officialisées, parce qu'il y a deux types d'erreurs médicales.
Il y a les erreurs médicales que le médecin n'a pas fait ce qu'on lui a appris à l'école, donc il ne s'est pas conformé à ses cahiers de cours, ce qu'on appelle l'obligation des moyens. Il n'a pas mis les moyens tels que, puisque le slogan universitaire dans ces milieux, c'est l'obligation des moyens et non du résultat. Donc les moyens qui sont à sa disposition, on n'a pas su les utiliser, soit par appétit des gains, soit par excès, je ne sais pas moi quoi. Mais si les moyens sont bien appliqués, là on ne parle pas d'erreur médicale, mais on parle d'une situation médicale normale, c'est-à-dire si c'est que c'est la mort, vous mourrez. Vous ne mourrez pas parce qu'on n'a rien fait. Mais c'est que c'est cette méthodologie qui est applicable, c'est ce genre de protocole qu'il faut appliquer dans ces cas précis. Alors qu'on aurait dû faire autre chose que vous serez en vie. Mais on ne peut pas faire ce qu'on ne connaît pas, ou ce qu'on ne croit pas, et l'existence de ça. Alors, au résultat, on se retrouve dans une situation où ça ne peut qu'être ça. Alors, pour ça, vous aviez tout à l'heure clarifié, vous aviez parlé du rejet des déchets que nous avons le plus souvent, mais qui n'est pas une maladie. Oui, d'accord. Alors là, on peut revenir là. Le désordre peut entraîner le rejet des déchets dans le cas du rhume, de la fièvre. Parce que il ne faut pas confondre la grippe ou bien le paludisme à la fièvre. La fièvre peut être juste une indigestion qui va provoquer, par le biais du système défensif, donc un réchauffement du corps pour pouvoir faire sortir ces déchets-là par les pores. Alors vous allez transpirer au bout d'un moment, parce qu'il y a des fièvres que, bon, moi je parle dans mon cas, que je garde pendant 3, 4, 5 jours, je ne bois rien de bon, et puis je transpire, je mouille le matelas comme si j'ai fait pipi au lit, et le drap aussi et tout. Alors au bout de 5 jours, je n'ai plus rien, j'attends 5 ans pour que ça revienne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps j'ai constipé. Et pendant cette constipation que je n'ai pas pu contrôler, les tenants et les aboutissants, le corps profite, du moins, se saisit de ces déchets et les évacue par le biais de cette fièvre. C'est les mêmes réactions de reflux qui se passent au niveau des marées des hautes de la mer, qui traînent les billes de bois, les déchets de l'intérieur de la mer vers les rives. Et c'est la même chose avec le corps. Parce que dans l'organisme, lorsque vous y mettez quelque chose que le corps ne connaît pas, qu'est-ce que le corps ne connaît pas? Le corps ne connaît pas tout ce qui est artificiel. Qu'est-ce qui est artificiel? Ce qui est fabriqué dans les usines, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan médicamenteux, le corps ne reconnaît pas ces choses-là. Alors à partir de là, ça va faire un cumul. Si ce cumul-là, du fait que c'est revenu au niveau du foie, parce que partie de la bouche, parce que vous en avez consommé, et vous avez avalé, vous avez mangé des choses qu'il ne fallait pas pour le corps, ça arrive au niveau du tube digestif, dans le circuit digestif, c'est impossible que ça soit pris en compte, c'est pas biodégradable, c'est rien de tout cela. Ça va donc se retrouver que le sang va ramasser ça pour amener ça au foie. Le foie ne pourra pas phagocyter cela. Le foie va renvoyer ça dans le sang. C'est parce que ni conserver, il ne peut pas. S'il conserve ça, lui-même il tombe malade. Ni phagocyter, donc détruire, il n'arrive pas. Il renvoie ça dans le sang, soit ça passe au niveau des néphrons des reins, qui seront aussi encombrés, vous tombez en insuffisance rénale, soit c'est rejeté quelque part au niveau du bas-ventre et tout, vous avez des fibromes, vous avez des kystes, vous avez des myomes et tout, et soit c'est dans le sang, vous avez une leucémie, c'est-à-dire un cancer du sang généralisé. Alors c'est comme ça se passe. Et là, dans ces cas, ce n'est pas une situation de rejet
de dégradation simple. C'est pas le reflux, parce que le corps ne peut pas rejeter ça. Le corps n'arrive pas à dégrader les particules, les atomes, c'est pas moi quoi, qui viennent de tous ces différents colorants qu'on consomme sous forme de sucreries, on appelle les jus, des colorants qui sont dans l'agroalimentaire où vous avez un bon morceau de viande bien rouge, alors que cette couleur-là n'est pas de bon teint, et arborer même des dioxydes de titane, dont un colorant qui fait briller tout cela, et qui est actuellement même mis en mal par le comité européen qui s'occupe de l'alimentation et tout. Vous avez toutes ces choses-là qui embellissent la couleur des aliments, qui embellissent la couleur des médicaments et tout, alors qui entrent dans notre alimentation, qui fait à ce que le produit vendu fait bon marché parce qu'il est bien beau. Et à partir de là, tout le monde a envie d'acheter et tout. Alors, tout cela, sur le plan spirituel, parlant du monde inconnu, des choses inconnues, ils ne veulent pas bien être enseignés dans les écoles, ces genres d'aliments vont même bloquer le développement spirituel de l'être humain. Parce que ce n'est pas parce que vous lisez bien la Bible, ou bien vous lisez bien le Coran, que votre âme n'est pas exposée à la dangerosité des prédateurs commerciaux, des malins, qui ont une technologie qui n'a pour seul but que de gagner de l'argent et non d'édifier la santé de l'être humain. Voilà. Donc, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit en parlant de votre grand-mère qui a vécu près de, voilà. Et vous avez dit que vous n'êtes pas sûr d'arriver à cet âge parce que noyé dans le moule. Est-ce à dire que un enfant qui naît aujourd'hui et qui peut-être commence à vivre avec le monde et tout ce que cela comporte, nourriture et autres, et puis peut-être, disons, à l'âge de la maturité, décide, parce que ayant compris ce qui se passe, décide de faire les choses autrement. Est-ce que cet enfant-là, ou alors cette personne-là n'a pas la chance de se voir, je vais dire peut-être purifié ou bien lavé de tous les déchets qu'il a pu accumuler jusqu'ici? Alors c'est compliqué parce que on dit la bouche qui a mangé mangera, qui a bu boira. C'est compliqué de dire à quelqu'un qui boit de la bière depuis son enfance, parce que ses grands-parents prenaient de la bière et on lui donnait boire, qu'à un certain âge qu'on lui dise que ne boit plus, ou bien qu'il décide par lui-même de ne plus boire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que certaines de nos cellules, qui sont des êtres vivants, ont besoin de boire. Parce qu'on les a enseignés à boire, on les a appris à boire. Parce qu'un alcoolique, c'est qui? C'est celui qui ne boit plus par le fait qu'il voit la boisson, mais qui boit par le fait que, à l'intérieur de lui, des entités qui sont, qu'on appelle les cellules, qui sont des êtres vivants, se sont mis dans la bière, se sont mis dans l'alcoolisme, et lui réclame. C'est comme la cigarette. Lorsque vous commencez à en prendre, soit vous quittez de la cigarette pour la prise, simplement parce que les entités de votre corps, qui sont des êtres vivants, parce que nous avons en nous, au sein de nous, des milliers et des milliers des êtres vivants qui sont les cellules. Maintenant, il faut les entraîner, parce que dès que vous sentez l'odeur des beignets haricots, que vous mangez depuis l'enfance, ça vous fait un jar. Tout comme l'autre qui sent l'odeur des camemberts, un autre son bâton de manioc, et le namour, un peu une pâte d'arachide, ne lui demande pas d'arrêter d'en manger. Ou l'autre qui sa sauce, c'est l'huile, c'est-à-dire sa sauce ne met pas l'eau. Quand il met l'eau, ça fait un jar dans sa bouche. Il met l'huile à la place de l'eau. Alors, il boit l'huile à la cuillère. Le jar des vivants du monde animal, qui sont les hommes les seuls à boire l'huile. Parce que même les animaux
boivent de l'eau, mais l'homme, lui, il boit tout, il boit même lui. Alors, résultat, c'est compliqué. Cependant, il y a eu des gens, parce que là, il faut le reconnaître, qui, à 60 ans, ont recommencé à zéro leur vie. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de manger la viande, ils arrêtent de manger le poisson, ils ne mangent pas les sous-produits de la viande et tout, dont le beurre animal et tout. Le beurre animal, ils n'en prennent plus. Et ces gens-là ont constitué, se sont mis dans une autre formule d'existence qui a permis qu'avant de mourir, ils avaient rajeuni. Ils ont perdu leur poids. L'adéquation poids, taille, âge avait été maîtrisée. C'est-à-dire la taille, le poids et l'âge. Alors ça s'est régulé. Et puis, dans leur alimentation qui était essentiellement crue, c'est-à-dire manger des produits beaucoup plus crus, mais des produits biologiquement cultivés, pas bourrés de pesticides et tout ça. Alors, donc, ces gens ont pu vivre de ces décisions-là comme si de rien n'était. Parce que, par exemple, moi, je refusais de manger de la viande instantanément. C'est-à-dire, je dis, bon, à partir de ce dernier plat, je n'en mangerai plus. Et depuis avant 1980, je n'en mangeais plus, je n'en mange plus jusqu'à aujourd'hui. Sauf si, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on peut être dans un restaurant, on croit que il n'y a que la sauce, je sais pas moi, de poisson ou quoi, mais alors que dans ces sauces, il y a des viandes et tout dedans. Bon, j'en ai eu un cas comme ça à Lomé, où pendant que je mange un riz, ou moi je crois que je mange du poisson, alors c'est la viande qui sort de nulle part en dessous du riz, et j'étais obligé d'aller dans la cuisine à l'insu du chef cuisinier pour voir qu'est-ce qui se passe, comment on sert les gens. Alors j'ai commencé à râler. Et là, brusquement, on m'a fait taire un peu en me disant, bon, écoute, tu ne vas pas payer la facture et tout et tout. Mais j'avais mangé de la viande, nous étions en 1980. C'est donc possible que j'en mange souvent, parce que pour être à l'abri de tout cela, il faut se donner l'option de ne pas manger dehors, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas manger dans un environnement où tu ne sais pas comment les choses ont été préparées. Et là, parce que le premier pas vers la spiritualité, ça passe par l'alimentation. Et là, il faut se faire mal pour avoir une main mise sur ce que tu mets dans ton ventre. Voilà. Alors nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique qui cette fois-ci reste bien sûr dans l'alimentation, mais on va se pencher vers le tempérament et le caractère. On revient juste après pour les questions. Tempérament, caractère et alimentation. La mère Terre a des anges qui régissent particulièrement la loi du quaternaire, impulsés par les éléments créatifs, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces éléments sont, par analogie, de connivence aux quatre typologies s'agissant des tempéraments. Bélier au coloré, avec pour humeur la bile. Sanguin pour humeur le sang. Lymphatique ou phlegmatique pour humeur la lymphe. Mélancolique pour humeur le chagrin. Ce qui est de Bélier, c'est des personnes à réaction rapide, orgueilleuses et autoritaires. Dicter leurs lois s'intéressent trop à l'alimentation basée sur les protéines animales. Leur transformation se fait sur la base des aliments concernant la végétation, surtout les arbres fruitiers du genre oranger et citronnier, ainsi que l'huile de palme. La banane, le noix de coco et le gingembre peuvent lui être conseillés. En ce qui concerne les sanguins, les réactions sont lentes mais durables dans le temps. Ils sont riches en opportunisme débordant de sociabilité, toujours de bonne humeur, charitables et doux à l'égard de son prochain. L'alimentation serait basée sur les légumes sous forme de potage ou de céréales surtout,
laurier, le thym et le feu des arbres fruitiers sont très conseillés pour sa spiritualité. Eh bien, contentons-nous de ce quelques exemples car nous y reviendrons. Professeur, vous parlez tantôt des tempéraments et des caractères. Mais avant, vous aviez fait allusion aux quatre éléments de la terre. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et moi, j'aimerais savoir quelle est la correspondance que vous faites entre ces éléments de la terre et les tempéraments que vous nous avez présentés. En fait, ça, c'est une vieille science. Certains commencent à mettre ça en doute d'ailleurs. Et puis, chez les Asiatiques, ce n'est pas 4, non, c'est même 6. Donc, c'est 5 et tout. Mais l'intéressant ou l'important de tout cela, c'est de comprendre que il y a une base créationnelle ou existentielle dans ce que c'est. Alors, la relation entre le tempérament et l'humeur se passe dans le sens que on a remarqué que quand une personne est de l'élément feu, elle est brute la personne. Elle est brute, elle est autoritaire, elle est agressive à la limite, parce que le feu c'est ça. Donc on peut faire des métiers comme devenir un militaire, être un chef d'État, je ne sais pas moi quoi, le chef en principe. Alors maintenant, cette personne de ce tempérament développe aussi des maladies, dans le sens où c'est le foie qui est au centre de ces maladies, la bile et tout. Alors cette personne aussi, le conseil qu'on lui donnerait, qu'on aurait à lui donner, parce que c'est des personnes qui sont autoritaires, sont à la limite, ne coûtent pas les autres facilement, mais sauf que quand elles prennent conscience de ce qu'elles doivent faire, elles sont aussi des personnes qui sont facilement à tomber dans le déterminisme qui fait avancer leur vie vers la spiritualité. Donc c'est en quelque sorte des extrémistes. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire à ce que quelque chose change dans leur comportement, que ces personnes-là prennent conscience de certains aspects de pureté et de tout? C'est l'alimentation. Il faut qu'elles cessent de manger de la viande, qu'elles boivent peu des excitants comme le café, sauf si après ça se fait après un repas, c'est-à-dire qu'on ait eu à manger en journée, parce qu'il y a des gens qui, dès le matin, commencent à boire le café, boire café, sans rien avaler, jusqu'à une certaine heure de la journée, peut-être dans l'après-midi, enfin de manger quelque chose, mais qu'il ait déjà bu plusieurs tasses de café. Là, c'est pas cela qu'il faut pour les gens de ces tempéraments en question. Alors maintenant, dans l'alimentation, qui, comme on venait de le décrire, c'est à base des arbres fruitiers qui sont tels que le citronnier, l'oranger, et puis à consommer de l'huile comme l'huile de palme, manger beaucoup de bananes et de noix, c'est-à-dire que être porté sur une alimentation à base de végétaux en évitant de manger des excitants, dont des protéines animales et tout. Alors ces personnes-là peuvent complètement s'orienter, du moins leur vie peut s'orienter dans d'autres directions. Donc c'est là où le tempérament peut façonner, du moins peut être modifié par le biais d'un nouveau caractère, parce qu'en fait le caractère c'est des nouvelles habitudes. C'est la somme des nouvelles habitudes qui donne lieu à un caractère. Parce que dès que votre tempérament est là, comme un élément de base, quelque chose d'inné, les habitudes que vous vous donnez, ou que vous avez reçues de votre environnement, peut-être scolaire, peut-être familial et tout, vont façonner votre caractère qui va se coller à votre tempérament. Et puis maintenant, comme nous parlons de l'alimentation,
l'alimentation peut aussi venir apporter des motifs. Parce que vous mangez, dans la première partie de notre chronique, on a dit tout à l'heure que nous mangeons pour pérenniser la vie. En fait, lorsque nous parlons de la famine, que la famine tue. C'est-à-dire, si nous restons sans manger, alors on meurt. Ça veut dire que la famine, c'est une sorte de maladie. Vous savez, c'est ce qui explique vraiment ce que c'est que la maladie. Parce qu'en fait, les gens prennent une maladie comme quelque chose qui tombe de nulle part, ou c'est quelqu'un quelque part qu'on va consulter et qui va vous dire de quoi vous souffrez. Non, la maladie commence par la famine. Quand vous aviez faim, vous savez déjà de quoi vous souffrez. Pourquoi quand vous mangez, la nourriture que vous avez mangée vous donne encore d'autres difficultés maintenant? Vous partez demander à quelqu'un d'autre que je souffrais de quoi? C'est quelle histoire souvent? Hein? Tu avais faim, tu as mangé. Et les gens disaient que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand tu as faim, mange même si c'est le poison. Bon, mais reconnais alors que tu as mangé le poison et laisse les questions saugreneuses de côté. Et peut-être à partir de là, tu peux même aider le thérapeute à savoir de quoi vous souffrez. Parce que si toute la journée d'hier, vous étiez en bon état, et que l'interférence des particules qui sortent de ces aliments est pour provoquer une indigestion qui, à son tour, a provoqué des migraines ou des céphalées, avec une forte hausse des températures, alors vous partez prendre une perfusion. C'est quelle histoire? Mais cette histoire, ça ne se comprend pas. Déblayez votre tube digestif, rendez-le propre et c'est fini. C'est tout. Alors, professeur, vous aviez... moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est bilieux, sanguin. Alors là, c'est pas très compliqué parce que nous avons des petits guides qui sont partis depuis l'époque ancienne. Lorsque on dit, bon, on est taureau, on peut comprendre qu'on n'est pas bélier. Bélier, c'est le feu. Et le feu, vous êtes bélier. Bélier, ça veut dire quoi? Peut-être c'est là où vient le mot bélier. Bon, bélier veut dire que vous êtes sous l'influence d'humeur bile. Et vous êtes aussi sous l'influence de ce que je venais de dire en termes de caractère, c'est-à-dire vous êtes un peu quelqu'un qui est autoritaire et tout. Et que c'est à partir de votre date de naissance que vous vous retrouvez facilement dans la possibilité de savoir de quel signe, de quelle humeur vous vous retrouvez dans les quatre typologies d'humeur. Donc on les classe comme ça, que vous aviez bélier, vous avez lion et vous avez sagittaire pour le feu. Bon. Maintenant, l'eau, vous aviez taureau, vous avez vierge et vous avez, je crois, capricorne, ainsi de suite. Donc, lorsque vous avez ces classements, vous voyez où ce que vous êtes, c'est-à-dire à quel registre, dans quel registre vous trouvez. Et puis à partir de là, vous savez que votre tempérament peut être ceci et votre humeur peut être cela. Alors, pour ça, vous avez dit, par exemple, que feu, nous avons les sagittaires. Oui, le feu, c'est Gémeaux, Bélier, Lion et Sagittaire. Maintenant, ça, c'est l'élément feu. Ouais. Alors, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Lion, Bélier, Sagittaire, équivaut à quel tempérament? Bilieux, Bélier. sanguin? Le feu, c'est Bélier. Voilà. L'air, c'est sanguin. Bon, etc. Parce que là, je n'ai pas tout dans la tête. Là, moi, je dis souvent aux gens, ma tête est vide, il n'y a rien dedans. Quand je veux venir à l'émission, je mets quelques brindilles des choses parce que tellement de choses à mettre dans la tête, on risque de s'exploser. Moi, je veux rester comme un bébé. Voilà. Et on constate que vous
en termes d'alimentation, par rapport au tempérament, nulle part ailleurs on fait allusion à de la viande ou encore du poisson. C'est beaucoup plus les plantes, les fruits, les céréales. Non, c'est que pour que Bélier, Lion et Sagittaire restent dans son registre. Par exemple, le cas des Béliers, un entêté, quelque chose comme ça, pour qu'il reste dans son registre, il faut qu'il mange la viande, le chat, le lion et tout ça. Et la viande n'est pas quelque chose qui est contre le tempérament. Mais sauf que la viande n'est pas un aliment pour une personne qui veut évoluer spirituellement. Pas du tout. Parce que nous partons du monde minéral vers le monde végétal. Nous quittons le monde végétal vers le monde animal. Pour que l'animalité nous quitte et que nous rentrons dans la dimension de l'être humain, il faut que nous ayons évolué. Sinon, nous restons des animaux dans le registre des carnivores, dans tous les genres, tout ce que les animaux continuent à vivre comme vie, reste en nous. Nous ne serons donc pas se démarquer des animaux. Parce que même les animaux, il y en a des animaux qui ne mangent pas certaines choses que l'homme lui mange. L'homme mange tout. Si bien qu'il est diversivore au point où il n'a pas les possibilités d'avoir une élévation spirituelle propre, qui soit vraie. Parce que la spiritualité, c'est le chemin qui conduit au divin. C'est-à-dire qui nous conduit vers la divinité. C'est-à-dire qui nous conduit à devenir des divins. Et quand on devient divin, on devient Dieu, tout en restant homme. Ce Dieu-là ne s'écrit pas avec 2 majuscules, ça s'écrit en 2 minuscules. Parce que même la Bible, quand on lit Psaume 81, c'est pas verset quoi là, on dit nous sommes les fils du Très-Haut, nous sommes des dieux. Alors, ça c'est la Bible qui le dit comme ça. Bon, c'est pas moi souvent. Les gens disent que j'ai choisi la Bible lorsque ça m'arrange et je la rejette quand ça ne m'arrange pas. Mais j'ai des livres qui sont pour moi dans la Bible, des livres sacrés. Il y a les psaumes, il y a les proverbes, il y a plein de livres comme ça, quoi. Il y a ecclésiastique, etc. Je ne peux pas pisser sur la Bible, non plus. Mais qu'on ne me dise pas que tout de la Bible, il n'y a rien à dire. Non, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, professeur, vous aviez dit manger la viande. Je prends le bilieux, par exemple. Quand il mange la viande, ça fait en sorte qu'il reste bilier. Là, il ne évolue pas. Il a les sales caractères de bilier. Parce que les défauts des biliers, c'est l'orgueil, dicter sa loi, chercher à marcher sur les autres. À côté de la possibilité de la personne bilier d'être dans des réactions qui ne durent pas. C'est-à-dire sans rancune. Bon, donc son côté positif, il est dans une réaction qui ne dure pas. Mais son côté négatif, c'est que, étant autoritaire, voulant marcher sur les uns et les autres, en s'alimentant donc d'une manière à empoisonner ses humeurs, dont son humeur principale, sa bile. Donc, dès que tu l'énerves, alors sa bile monte. Et directement, il se met en colère et il commence à faire gaffe. Voilà. Donc, ça veut dire que l'alimentation, c'est-à-dire orange, citron, huile de palme et tout ce qui va avec, viendra à un moment permettre, je vais dire quoi, de maîtriser sa bile ou alors... Oui, c'est que par rapport à nos tempéraments, ce que nous devons voir, c'est le côté négatif. Comme on peut dire par rapport à ton signe, ce n'est pas le côté positif qui est normal. Ça commence à dire que ça c'est bon. Mais chercher du côté négatif les choses qui ne sont pas bien pour ta vie ou de ta vie sociale ou de ta vie sur le plan personnel pour ton évolution,
Ce qui n'est pas bien, c'est ça qu'il faut batailler pour que ça cesse et pour qu'enfin tu puisses évoluer. Alors maintenant qu'est-ce qui peut faire donc que ça cesse? Parce que c'est ça le problème. Parce que le tout n'est pas de dire il faut croire en Jésus et prier trop. Ça va aller. Non. Il faut bagarrer contre tes défauts. Et pour bagarrer contre tes défauts, il faut les connaître. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le pain de la vie, c'est la connaissance. Alors maintenant, il faut manger ces pains. Et pour arriver à manger ces pains, ce n'est pas quelqu'un qui va te le faire manger. Parce que il y a des gens qui viennent me voir, me disent de lui faire une étude de vie. Je fais une étude de vie métaphysique de 15 pages, je ne lis rien. Très peu de gens qui disent, ils soulignent et tout, ils reviennent. Non, ou bien ils te font des messages sur WhatsApp et tout, ou ils te posent des questions précises. Non, parce que quand c'est trop volumineux, ils ne lisent rien. Alors si tu fais ça succinctement, encore là, il n'a rien compris. Bon. Maintenant, dans ces études, on évite de mettre trop le côté négatif. Parce qu'il ne faut pas décourager les personnes qui sollicitent ces études, puisque l'homme n'évolue que dans l'affirmation. C'est-à-dire, quand on s'affirme évoluer, quand on s'affirme bon, quand on s'affirme beau et tout, ça fait partie de l'évolution que de dire je suis le plus moche des hommes, je suis le plus pauvre de tout le monde et tout, mes affaires ne réussissent pas et je ne sais même pas comment Dieu m'a créé et tout. Alors là, tu es en évolution. Et personne n'a le droit d'évoluer. Nous sommes partis de l'état de bébé vers un certain état aujourd'hui. Pourquoi vouloir devenir bébé? Donc, il faut busquer la pensée vers le devenir, vers l'évolution, afin que la personne puisse faire des efforts. Dans ces efforts, elle sera déterminée d'avancer. Et c'est cela qui est la force de tout individu qui se met sur le chemin spirituel. Parce que si tes poches vides, ta bête, ta précarité, ton poids, ta maladie et tout, et que tu deviens défaitiste en disant ah, moi, je suis né vraiment pour que ma vie soit toujours comme ça. Quelqu'un vient, c'est seulement les larmes que tu commences à couler. Alors, mais même si c'est la mort, quand on meurt, on commence une autre vie ailleurs. Alors, on a souvent peur de la mort parce que personne n'a le droit de se donner la mort. Mais sauf que quand l'heure de la mort arrive, il faut dire Dieu merci. Parce que tu as fini avec cette mission, tout en disant merci comme ça, il faut aussi prier que pardon, la mission qui m'attend maintenant soit moins, voilà, soit moins lourde. Voilà. Alors, professeur, où est la place de l'élément neutre et de l'élément positif? Parce que dans la chronique, vous nous parlez essentiellement de l'allemand négatif. Voilà. Alors, à la fin de la chronique, de la première partie de la chronique, alors là, j'explique quelque chose ici, le phénomène de la mère Terre qui est avec nous dès la naissance. C'est grâce à la mère Terre que nous avons la vie qui vient de l'air que nous respirons. Grâce à la mère Terre, le souffle de cette terre nous vient du ciel, de la cime des arbres, de la forêt, parfois perchés au sommet des montagnes. Donc nous savons que c'est l'air, c'est les arbres qui purifient l'oxygène. Tout à fait. Et grâce à la mère Terre, la solidité de nos eaux se voit bâtie. Et c'est toujours la mère Terre qui s'occupe de notre sang. Donc en fait, sur la planète Terre, sur notre planète, la Terre contrôle tout. Contrôle l'air, contrôle l'eau et contrôle les nutriments. Sauf que quand on boit de l'eau, on ne sait pas que ça vient de la Terre. Sauf que quand nous respirons, nous ne savons pas que l'oxygène est contrôlé par la Terre, pas par d'autres planètes. C'est notre planète qui a l'oxygène. Voilà. Parce qu'il y a des risques qu'en se retrouvant sur une autre planète, qu'on ne puisse plus respirer normalement. Résultat,
la terre, notre mère, est donc quelqu'une quelque part au centre de tout. Maintenant, la particularité de notre discours, qui va dans le sens à faire de l'air quelque chose de particulier, d'un aliment particulier, de l'eau un aliment particulier, c'est pour susciter la prise de conscience de ces différents phénomènes qui englobent tout, qui ne devraient donc pas être divisibles, c'est-à-dire qui devraient être associés pour que ça fasse un tout en nous. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, professeur, si je suis bilier, je respire bien. Je bois suffisamment d'eau. Mais mes nutriments ne suivent pas toujours. Ah non. Ça ne pourra C'est comme pas. vous êtes en déphasage. Parce qu'en fait, là, il y a un triangle équilatéral qui est à la base de toute création. Alors, il y a le point O, le point R, d'ailleurs, le point R, le point O, et puis maintenant le point nutriment, donc les substances qui viennent des produits alimentaires dans le sens vivrier. Des produits vivriers, ce qui sort alors du sol même, c'est-à-dire du sol, voilà, parce qu'il y a la terre et il y a le sol. Alors, maintenant, avec ces produits-là, il faut que l'équilibre soit établi. Il ne faut pas manger beaucoup de nutriments et manger moins d'air et moins d'eau. Il faut que tout cela se mange dans l'équivalence exacte qu'il faut. Parce que prenons par exemple l'air que nous respirons. Les poumons, je veux dire, sont l'appareil de digestion de l'air. C'est-à-dire que comme les nutriments reçoivent, du moins les aliments consommés sous forme de macabo, le pain, machin et tout, tombent dans l'estomac, l'estomac de l'air, c'est les poumons. Alors maintenant, l'estomac de l'eau, c'est quoi? C'est le tube digestif, de manière globale. Alors, maintenant, pourquoi? Parce que l'eau sert de synthèse, sert de, comment je peux appeler ça, des tampons, des relais entre ce qui vient des poumons et ce qui vient du tube digestif. Donc, ça doit rentrer directement dans le tube digestif pour que, en fait, que ça apporte de l'oxygène aussi dans le tube digestif directement. Parce que les poumons prennent de l'oxygène, ça va directement dans le sang, mais l'oxygène de l'eau va d'abord dans le tube digestif pour purifier en même temps le tube digestif. Toutes ces choses-là, tous ces aspects phénomènes qui ont des relations d'interconnexion, voilà ce que je veux dire, doivent aller dans le sens assez connecté afin que l'homme puisse bénéficier des bienfaits du système alimentaire adopté. Parce que le système alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'air, l'eau et les nutriments. Voilà. Je pense que nous allons proposer maintenant à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour la suite des questions. Première chose, dans l'état actuel de la société, nous sommes grosso modo à 80% d'aliments d'origine animale et 20% d'aliments d'origine végétale. Ça, il faut l'inverser. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut que j'aille vers 80% de végétal et 20% de produits animaux. Ça ne veut pas dire que je suis un végétalien. Le végétalien, c'est un exclusif du végétal. J'appelle ça un peu les talibans du végétal, qui ne supportent pas de prendre un œuf, un bout de poisson, un bout de poulet, etc. C'est excessif. Donc, pour avoir 80% de plus vers du végétal, il faut que je prenne quoi? Des fruits frais,
de saison, si possible bio. Attention, l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. Quand l'agriculteur me donne des produits avec des pesticides, insecticides et autres saloperies, il m'envoie l'hosto. Quand l'agriculteur me donne des bonnes choses, au contraire, il me permet d'être en bonne santé. C'est pour ça que je dis que dans l'avenir, il faut que nous ayons un ministère de l'agriculture et de la santé réunis ensemble pour montrer que l'agriculteur, je le valorise sans dévaloriser le médecin, en leur disant, les gars, vous devez bosser ensemble. Parce que vous, l'agriculteur, quand vous me donnez un bon fromage, une bonne pomme, une bonne poire, un bon morceau de viande, poisson, etc., vous aidez à ma santé. Donc, on doit payer plus cher et réduire le coût de la santé de cette façon-là. Allez faire comprendre ça au ministre, impossible. Ils sont sous la dépendance des labos. Le labo, il veut que vous soyez malade. Il est content que vous n'arriviez pas bien à entendre, que vous ayez un peu de tout, un peu de ci, un peu de ça, quelques hémorroïdes. C'est parfait. Tout ça, il crée des maladies à partir des médicaments qu'ils ont. Exemple, vous avez du cholestérol. On vous dit que le taux normal, c'est 2 grammes. C'est faux. Vous pouvez monter à 3 grammes. Mais si vous avez 2,10, attention, vous allez faire un accident vasculaire cérébral, vous allez faire un infarctus du myocarde, vite, il faut faire une statine. Tout ça, c'est du vent en tempête. On nous trompe. On nous trompe. Et là, personne ne me fera taire. Et grâce à vous, j'ai une chance inouïe parce qu'on va diffuser. Alors maintenant, allons-y sur les aliments. Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet absolument passionnant. C'est le rapport entre notre côlon et notre cerveau. Oui, pendant très longtemps, on a pensé que le cerveau, c'est ça, l'organe le plus important de l'être humain. Le côlon, ça sert juste à éliminer les déchets. Eh bien, c'est presque l'inverse. En fait, notre côlon est notre premier cerveau. C'est ce que la science a montré depuis quelques années, c'est qu'en réalité, avant d'être un cerveau qui pense, nous sommes d'abord un tube digestif. L'embryogenèse nous montre que nous sommes avant tout un tube digestif. Et ce que nous avons en commun avec tous les animaux inférieurs qui ont moins de structure que nous, c'est un tube digestif. Et ce tube digestif, il est là pour absorber ce qui vient de l'extérieur, pour prendre ce qui est utile et pour éliminer ce dont on n'a pas besoin. Ce qui est fascinant, c'est de découvrir que notre côlon est peuplé de bactéries. Ces bactéries, on appelle ça le microbiote, ce sont des centaines de milliards de bactéries. Des centaines de milliards de bactéries, ça fait vraiment beaucoup. C'est un chiffre incroyable. C'est autant qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est beaucoup plus que nous avons de cellules dans notre corps humain. Donc, en fait, nous avons plus de bactéries en nous que de cellules. Mais la chose fascinante, c'est la compréhension que ces bactéries vivent en harmonie avec nos cellules. Pendant longtemps, à cause des premiers savants, Pasteur et d'autres, on a cru que les bactéries étaient des ennemis. Il y a eu cette idée, tuons toutes les bactéries et la santé pourra enfin régner. Et cette vision militaire a débouché sur les antibiotiques, qui sont détruisons ces bactéries qui nous attaquent. Eh bien, c'est une vision très limitée, pour ne pas dire fausse. Ça ne veut pas dire que toutes les bactéries soient bonnes, mais ça veut dire que les bactéries qui sont dans notre côlon jouent un rôle fondamental pour notre bien-être. Si notre flore intestinale est harmonieuse, elle gère un nombre incroyable de fonctions. Tout d'abord, de maintenir un équilibre entre les bactéries utiles et d'éliminer les bactéries inutiles. Mais non seulement les bactéries de notre côlon font cela, mais elles veillent à ce qu'elles fonctionnent pour nous. Elles vont fabriquer des vitamines dont nous avons besoin, elles vont digérer des aliments en complémentarité de ce que font nos cellules digestives. Bref, ce sont vraiment des amis, ces bactéries. Ce sont des partenaires. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous vous avons présenté deux vidéos, oui. La première, c'était Henri Joyeux qui parlait de la nutrition et qui mettait l'accent sur agriculture et santé. Et ensuite, la deuxième qui nous parlait de notre côlon qui serait l'organe principal de l'être humain. Alors, un commentaire, professeur. Alors, le commentaire, c'est que lui, il parlait d'agriculture, santé. Moi, j'ai dit en Afrique, c'est qu'il fallait, la santé devrait entrer dans le registre du ministère de la culture. Pour que la culture cesse d'être quelque chose de folklorique, parce que l'Africain, avant, à travers la culture, il se soignait. La culture régulait le fonctionnement de la société.
C'est-à-dire qu'on n'était pas seulement là pour danser. Quand quelqu'un était malade, on peut organiser une danse avec des instruments précis dans le but de le guérir. De le guérir, tout à fait. Et là, la guérison était instantanée ou elle était miraculeuse. Mais depuis que les cahiers de charges ont tourné vers les États qui devraient gérer l'indépendance des pays africains, alors on a copié un modèle, c'est-à-dire on a pris un modèle, le modèle des pays colonisateurs, on les a collés directement aux pays africains, et non, on a perdu le Nord. Et c'est par là qu'on nous critique. On critique les Africains sur les choses pour lesquelles ça ne les concernait pas. Hein? Nous ne sommes pas concernés par le système de santé qui aujourd'hui est tel que nos présidents de la République doivent se soigner ailleurs et qu'il faille qu'ils aient les plateaux techniques qui coûtent cher et qui tuent plus parce que le plateau technique américain est un abattoir. Tout le monde le sait aujourd'hui. Pour ceux qui font des recherches et qui vont vers la connaissance le savent très bien. Alors certains pays africains n'en ont pas besoin. Mais cependant, il y en a besoin qu'il y ait un ministère qui s'occupe de la santé des Africains, Made in Africa, donc qui passe par la culture. Qu'on cesse de nous présenter les musiciens, les humoristes et tout comme si c'est eux qui sont les propriétaires de la culture, non. La culture commence par le bien-être. Le bien-être englobe beaucoup de choses à la fois. Alors là, donc moi je pense que lui, son combat, c'est sur la nourriture, dans le sens de manger une bonne viande qui est bio et tout. Et moi je dis, on peut même ne pas manger la viande, laisser aussi les animaux vivre. Parce que quand on maltraitait les esclaves, personne ne savait un jour que nous serons des êtres humains considérés comme tels. Parce que lorsque quelqu'un était malade, au traversée de l'Atlantique, on le jetait dans l'eau. Bon, nous faisons des moutons et des porcs la même chose aujourd'hui. On les transportait dans les conditions inhumaines ou inacceptables, d'un coin à l'autre pour aller les vendre. Tout le long du parcours, pas d'aménagement. Alors quand je vois l'animal dans cette condition, je dis, mais au moins, pour le fait de considérer qu'on va manger de sa viande, on devrait tout au moins le ménager. Voilà. D'accord, professeur. Et en ce qui concerne le côlon comme étant notre organe voilà, principal. pour ce qui est du côlon, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, il y a une nouvelle science qui date de moins de 2 décennies déjà, qui sort des techniciens dans le cadre de la neuro-entérogastrologie, qui permet aujourd'hui de faire comprendre aux gens que le cerveau n'intervient pas sans la dictée du côlon, donc du gros intestin. Et le gros intestin est assisté par l'appendice, qu'il ne faut plus jamais admettre qu'on coupe. Même quand c'est quoi, il faut voir comment on peut soigner ça. Alors, parce que le gros intestin a des neurones, des multitudes de neurones qui communiquent avec des neurones du cerveau. Et c'est ça qui permet à ce que le cerveau interprète le mécanisme pour dire ce qu'il faut faire à un moment donné. Et comme c'est le cerveau qui dit en fin de compte ce qu'il faut faire, on a mis plus d'accent sur le cerveau. Et moi, je dis souvent aux gens, on a beaucoup étudié le cerveau parce que c'est par le cerveau qu'on nous formate la tête, la vie. Voilà. Alors, on va passer rapidement aux questions de nos téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateur. Comment est-ce que la consommation de la viande influencerait telle la spiritualité? Alors, parce que d'abord, nous mangeons pour vivre et non vivre pour manger. Et nous mangeons la vie et non la mort. Et la spiritualité, c'est pour la vie et non pour la mort. C'est-à-dire, pour que l'homme puisse avoir une dimension spirituelle, il doit plutôt prétendre à purifier son existence pour que toute
toutes ces cellules puissent s'assainir. Et c'est par là qu'il aura des bonnes pensées, c'est là qu'il aura des bonnes vibrations, c'est là qu'il aura, comment je peux dire, des messages qui viennent de l'au-delà et qui va l'amener à aider sa collectivité, par exemple. D'accord. Et il y a un téléspectateur qui dit je ne comprends toujours pas très bien le lien entre l'alimentation et la spiritualité. Oui, parce que c'est trop compliqué. Peut-être que c'est des gens qui suivent le débat seulement, ne suivent pas la chronique. Parce qu'il y a d'autres, lorsque la chronique passe, ça ne les regarde pas, ils entendent les débats. Mais une émission, c'est comme la canne à sucre. Vous ne pouvez pas sauter un nœud de canne à sucre pour aller avaler l'autre. Et on ne peut pas avaler la canne à sucre un nez entier. On part, on clôt petit à petit jusqu'à finir le nez. Nous avons toujours dit au cours de cette émission que, comme tout à l'heure, on a donné un exemple précis et qui est simple. Nous sommes malades lorsque nous ne mangeons pas. Et cette maladie, lorsque nous mangeons, nous guérissons. Et si nous sommes guéris pour avoir mangé des bonnes choses, c'est-à-dire des choses que le corps digère, ça ne nous entraîne pas à avoir une autre maladie qui n'est plus cette fois-ci la famine, mais qui est plutôt une maladie née du fait d'avoir mangé peut-être du poison. Alors, maintenant, quand on pose la question, quel rapport y a-t-il entre l'alimentation et la spiritualité? Là, suivez mon regard, c'est les chrétiens qui posent ces questions-là. Bon, mais si ce n'est pas les chrétiens qui la personne m'excuse, dans la Bible, c'est écrit, dans un corps sain habite une âme saine. Là, je crois, Corinthiens, chapitre quoi, c'est Corinthiens 1 ou 2, chapitre 6 ou quoi, c'est pas moi. On ne peut pas être sérieux sur le plan spirituel dans la recherche de la spiritualité sans toutefois réaliser qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Ça au moins on le dit. Nous en métaphysique on dit d'autres choses. Mais au moins si nous parlons donc de l'âme, quelle est la nourriture de l'âme? C'est la viande? Le corps, lui, peut-être se contente de la viande. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous faisons comme cours, de l'école primaire jusqu'à l'université, on nous rappelle que la viande donne les protéines et que nous avons besoin de ces protéines-là pour nos cellules. Mais on ne nous dit donc pas que les cellules ont quel rapport avec l'âme? Les cellules alors ont quel rapport avec l'âme? Qu'on me dise que peut-être ça se dit dans la formation des pasteurs ou des prêtres ou des imams, dans des écoles de théologie, je ne crois pas. Alors donc, quand on parlait de la spiritualité, on tient compte de l'âme, du corps et de l'esprit. Alors l'âme a sa nourriture, le corps physique en a la sienne, et l'esprit peut aussi avoir sa part. Alors c'est ce qui va donc aller dans le sens que la nourriture de l'âme risque d'être seulement l'air que nous respirons. Bon, et l'eau. Pendant que la nourriture du corps, c'est les nutriments. Mais maintenant, si nous mettons l'accent sur le corps et que nous ne mettons pas l'accent sur l'âme, nous perdons la clé qui ouvre la porte de la spiritualité. Voilà. Alors, faire 5 jours sans boire et sans manger, est-ce que ça pourrait causer des problèmes digestifs? Ouais, il ne faut pas rester 5 jours sans boire, sans manger. Il faut manger au moins un verre d'eau. Pour ce qui est la nourriture, on peut faire 30 jours sans manger. Il n'y a pas de problème. Mais de l'eau, il faut quand même prendre. Oui, de temps en temps un verre. Mais l'ingurgiter n'est pas avaler, gloutonner ça. D'accord. Alors, est-ce que consommer de l'huile rouge chauffée serait dangereux pour l'organisme? Ça dépend de quel... bon, disons l'huile rouge chauffée. Voilà, je comprends l'huile de palme. Bon, quand on chauffe l'huile de palme pour faire une sauce, par exemple. Bon, là, je crois que c'est quelque chose qu'il faut étudier parce que quand l'huile rouge est raffinée,
c'est différent de celle qui ne l'est pas. Alors donc on a l'impression qu'il faut qu'une partie de la graisse parte. Mais est-ce qu'en chauffant de l'huile, il n'y a que la graisse qui part, d'accord, mais il y a quoi qui reste? C'est ça le problème. Parce que si vous prenez un macabo, vous mettez ça à la braise, vous prenez de l'huile brute, vous mettez dans un plat, et puis vous mettez un peu de piment. Vous commencez à manger comme ça. Cette nourriture-là est plus équilibrée que de chauffer de l'huile, c'est pas moi, et faire des spaghettis avec. Alors, c'est pas bon. C'est quelque chose qu'il faut autrement étudier pour mieux expliquer ça. Voilà. Alors, j'aimerais savoir si boire uniquement de l'eau sans manger contribue à une spiritualité profonde lorsqu'on jeûne. Oui. Lorsqu'on jeûne, on ne doit rien manger. Pas le jeûne d'une certaine religion où le matin on mange bien, le soir encore au coucher du soleil on mange. Si bien que à l'entrée du jeûne, on pesait 70 kilos, à la sortie on pèse 80. Et on dit qu'on a jeûné. Bon, c'est une méthode. Alors, que pouvons-nous manger pour ouvrir son troisième œil? On va y arriver. Quand on va finir avec cette histoire de nourriture, on va essayer de regarder, de nous pencher sur d'autres aspects du monde inconnu. Par exemple, ce que c'est que la déportation, ce que c'est que la méditation, ce que c'est que le troisième œil, l'ouverture du troisième œil, les voyages astro et tout. Et nous allons sans doute parler de l'alimentation. Parce que là maintenant, si même on parlait de l'alimentation avec des aspects chakras et tout, ça ne sera pas comme si on fait une émission sur le chakras. Et là maintenant, on parlait de son alimentation. Voilà. D'accord. Alors, que manger quand on veut méditer? Alors, quand on veut méditer, d'abord le matin, on ne mange rien. On médite d'abord. On mange rien, ça veut dire qu'on ne mange pas des l'aliment négatif. On mange l'air, on mange l'eau. L'air qu'on mange doit être dans un système de respiration profonde et rythmique jusqu'à provoquer des chatouillements ou bien une petite chaleur dans le corps. Après, on boit de l'eau chaude, un verre sans sucre et sans miel. Immédiatement après, on boit de l'eau fraîche. Et là maintenant, on se lave et on médite. Voilà. Et en soirée? La même chose peut se passer en soirée, c'est que la méditation de la soirée, c'est une méditation un peu complexe parce que souvent on est fatigué. Quand on se met en soirée à méditer, le sommeil vient. Ça peut être un sommeil salutaire, mais ça peut aussi être quelque chose de troublant parce que vous pouvez vous retrouver dans la méditation que vous avez commencé une séance peut-être de 15 minutes, mais que vous vous retrouvez en train de dormir pour 2 heures, 3 heures du temps. Et là, vous n'allez pas dormir profondément si au cas où vous avez besoin de bien vous coucher. Donc, moi, je pense que la méditation du matin, si elle ne se fait pas sous pression, elle est la meilleure. Mais si c'est qu'on va au travail, elle risque d'être sous pression. Là, on se rabat le soir et qu'on fasse la méditation, je pense, avant d'aller se coucher. Mais qu'on ne dorme donc pas tard, parce qu'il y a des risques qu'on n'ait pas la chance de bien terminer sa méditation. Alors, que pouvons-nous manger pour perdre de poids, le problème de perte de poids? Alors, le problème de perte de poids, c'est un problème, je dis et je répète souvent, c'est un problème qui ne doit pas se faire comme si on bagarrait, comme si on était en train de combattre le poids. La perte de poids se fait
dans le temps et dans l'espace. On va d'abord faire la chose dans le sens de la congénitalité, dégager cela, ou l'hérédité. Et puis maintenant, prendre une direction où vous décidez de boire, de manger, de faire d'abord les cures d'eau, comme je venais de dire tout à l'heure, l'eau chaude, l'eau fraîche, tout le matin, plus une séance, d'ailleurs, une séance de respiration, plus l'eau. Et cette séance de respiration-là doit être comme une gymnastique qui doit peser. Alors, résultat, vous vous efforcez à faire ça régulièrement. Après, on prend les fruits. On peut prendre les fruits tout le matin et on ne mange pas. Mais on doit prendre le fruit jusqu'à être rassasié. Parce qu'il ne faut pas que vous ne mangez pas, vous donnez l'impression que vous mangez. Non, il faut manger jusqu'à se rassasier, donc même les fruits. Puisque vous avez donné l'habitude à vos cellules de manger jusqu'à satiété, faites-le même avec les fruits rassasient. Surtout quand on les mange, pas quand on suce. Quand on les mange. Et même quand on suce, si vous prenez un verre ou 1 litre de fruits, vous allez vous rassasier. Tout à fait. Alors maintenant, vous mangez les fruits, vous restez donc jusqu'à midi, là, manger les fruits, ça tourne entre 8 heures, entre 7 heures et 9 heures, ou entre 8 heures et 10 heures. Bon, maintenant, à midi jusqu'à 16 heures, cette période-là, il faut manger de la nourriture. Déjà, le sang, c'est classique, les nutriments, et le soir, on ne mange rien. Parce que si on veut manger, si on veut perdre le poids, quand on mange le soir, on ne peut pas perdre le poids. Si vous voulez perdre le poids en mangeant le soir, c'est que vous allez utiliser d'autres choses qui font en sorte que vous puissiez faire des sels et abondamment. Mais là, ça peut être une mauvaise habitude qu'on donne à son corps. Parce que quand ces choses-là ne seront plus là, alors il n'y aura plus les possibilités de faire le sel abondamment. Maintenant, si d'aventure vous ne pouvez pas éviter de manger le soir, il faut manger les crudités. Et là, en mangeant les crudités, il faut éviter de les accompagner avec du cuit. Par exemple, le pain. Parce que si vous prenez une petite purée d'avocat, qui est bien pour le soir, sans y mettre une huile compliquée, l'huile d'olive de première pression, du moins toutes les huiles de première pression à froid sont mieux indiquées, en mettant beaucoup de tomates, d'oignons, ail et carottes. Alors, on n'aura pas mal fait, pourvu qu'on ait bien mâché. Voilà. Et il faut éviter des produits usinés comme la mayonnaise. Si vous voulez faire votre mayonnaise personnellement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller de jaune d'œuf, de poule de village, comme on a dit, l'œuf naturel. L'œuf naturel. Où le coq a été en contact avec sa femme, la poule. Alors, à partir de là, vous aviez votre mayonnaise assaisonnée de citron à la place du vinaigre, dont la sauce vinaigrette est obtenue de cette manière-là. On ne met pas de sel. Et on fait comme ça pendant longtemps. Ça peut faire que par an, vous perdez 2 kilos, ou bien par mois, vous perdez 1 kilo. Au bout de 6 mois, vous perdez 6 kilos. Au bout d'1 an, vous perdez 10 kilos. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas une histoire comme pour dire, bon, venez, je vous donne ceci. Moi, je pense qu'il y a des produits qui font perdre le poids. Mais le poids, là, revient. C'est comme le jeûne fait perdre le poids. Si vous faites un jeûne de 7 jours, le poids part. Mais après, vous devez changer de régime alimentaire pour que le poids ne revienne plus. La perte de poids soit stabilisée. Oui, et là, c'est pas facile. Parce que là, il y a un creux. Et ce creux, il faut vite à remplir ça. Dans l'alimentation, on reprend comme si on voulait seulement se venger. Alors, pour ce, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors, un dernier mot, c'est que, avec la permission des téléspectateurs, puisque ni sur YouTube, ni sur nulle part, personne nous reproche que pourquoi nous sommes calés sur la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Donc, on va passer à la 12e édition, voir. Merci.
Nous avions été ravis de vous connaître, de vous savoir nombreux à nous écouter ce soir. Pour tous ceux qui ont envoyé des messages et qui n'ont pas reçu de réponse, rassurez-vous, nous ferons le nécessaire au cours de la semaine pour que vous ayez des réponses à vos questions. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur la même chaîne. Bonsoir.